Le théâtre n'est pas le genre littéraire le plus emblématique de la Renaissance, et pourtant il y est bien présent. Le théâtre classique du XVIIe siècle en sera l'héritier direct. Dans le contexte littéraire et culturel propre à la Renaissance, le théâtre humaniste rompt, ou prétend rompre, avec l'époque médiévale, et se nourrit du théâtre antique, tout en y intégrant des thèmes bibliques. Deux grands genres théâtraux vont ainsi être définis, la tragédie et la comédie. La période de la Renaissance se caractérise, vous le savez, par la redécouverte de nombreuses œuvres de l'Antiquité grecque en particulier. L'enthousiasme suscité par ce retour aux sources classiques concerne le théâtre tout autant que les autres genres. Il se traduit au premier chef par une vogue des éditions imprimées des pièces de théâtre antiques. Le célèbre imprimeur vénitien Aldmanus fait éditer et imprimer les éditions princeps des auteurs classiques. L'édition princeps signifie premier en latin, désigne la première édition imprimée d'un texte, par opposition à sa version manuscrite. Par exemple, l'édition princeps en grec ancien des tragédies de Sophocle, qui nous sont parvenues, est imprimée à Venise en 1502. La première édition grecque de ces tragédies, imprimée à Paris, date de 1528. À partir de ces premières éditions en grec, et donc accessibles à un public restreint, de nombreuses traductions, en latin ou en français, ainsi que des éditions accompagnées de commentaires, vont irriguer le marché de l'imprimerie. Erasme traduit l'Écube d'Euripide en latin, dès 1506. Lazare de Baïf, proche de Ronsard et père de Jean-Antoine de Baïf, poète de la Pléiade, traduit en français l'Électre de Sophocle, en 1537. L'engouement pour le théâtre latin est plus impressionnant encore. Erasme est un grand lecteur des tragédies de Sénèque. De Terence, auteur latin comique du IIe siècle avant Jésus-Christ, on compte plus de 70 éditions différentes, rien qu'à Paris, entre 1500 et 1550. Si Aristote fait partie des auteurs grecs qui ont eu une influence certaine sur la pensée médiévale, ses travaux littéraires sont quant à eux redécouverts à la Renaissance. En Italie, la poétique est ainsi disponible en traduction latine dès 1498, en grec dès 1508. Des éditions commentées fleurissent à partir du milieu du XVIe siècle, toujours en Italie. Fait remarquable, cependant, ce traité théorique est traduit en italien et en latin assez tôt. En revanche, il faut attendre 1671 pour avoir une première traduction imprimée en français. Ce texte reste donc destiné aux humanistes érudits jusqu'à la fin du XVIIe. Les idées d'Aristote se diffuseront néanmoins. Les arts poétiques médiévaux se référaient principalement à Horace et Augustin. Aristote peine à les supplanter, et l'art poétique d'Horace demeure une référence. Il est traduit en français par Jacques Pelletier du Mans en 1541. Comme pour de nombreux autres genres littéraires, le théâtre du Moyen Âge est frappé de discrédit. Joachim du Bellay écrit ainsi dans sa défense et illustration de la langue française: quant aux comédies et tragédies, si les rois et les républiques les voulaient restituer en leur ancienne dignité, qu'ont usurpé les farces et moralités, je serais bien d'opinion que tu t'y employasses. Et si tu le veux faire pour l'ornement de ta langue, tu sais où tu dois en trouver les archétypes. Les humanistes cherchent à restaurer les deux grands genres théâtraux de l'Antiquité, la tragédie et la comédie. Les genres théâtraux médiévaux sont ainsi marginalisés. En 1548, le Parlement de Paris interdit la représentation des mystères. C'est en cette même année 1548 que la première comédie régulière est représentée en France devant Henri II, à l'occasion de son entrée à Lyon. Il s'agit d'une comédie humaniste italienne, la Calandria, de Bernardo Dovizi da Bibbiena. Pourtant, il ne faut pas exagérer cette rupture. Le théâtre médiéval a une influence certaine sur celui de la Renaissance, quoi qu'en disent les humanistes de la Pléiade. Et c'est du reste le cas pour tous les autres genres de l'époque.
l'entrée à Lyon de Henri II en 1548, la représentation théâtrale et les célébrations qui l'accompagnent rappellent les fêtes médiévales. Si les mystères sont interdits à Paris, ils continuent d'être représentés ailleurs. La dimension populaire et festive du théâtre médiéval demeure très prégnante. Les moralités, les sottises et les farces médiévales vont perdurer, au moins pendant la première moitié du XVIe siècle. On a pu reprocher au théâtre humaniste d'être avant tout un théâtre de la parole. Ce théâtre est l'héritier du théâtre humaniste latin, genre savant qui était récité, voire lu ou déclamé dans les collèges humanistes. Ce théâtre, souvent édifiant et imité, sinon traduit, du théâtre antique, n'était pas pour autant circonscrit à l'intérieur du collège. Moins centré sur l'analyse psychologique que le sera le théâtre du XVIIe siècle, le poème, le texte, dans sa dimension poétique, en demeure l'élément central. L'action est souvent reléguée au second plan, et la visée avant tout didactique. La récente apparition de l'imprimerie contribue à mettre l'accent sur le texte théâtral. Désormais, le public peut lire le texte directement, sans assister à la représentation. C'est cette connaissance fine des sources antiques qui a permis au théâtre de la deuxième moitié du XVIe siècle de prendre sa forme, comme on peut dire, moderne. Le terme tragédie fait son apparition en français au XIVe siècle, sans lien au départ avec son sens dramaturgique. C'est en 1550, lors de la publication de la première tragédie française, qu'il revêt un sens théâtral. La première tragédie française est L'Abraham se sacrifiant de Théodore de Bèze et paraît à Genève en 1550. Cette pièce présente quelques réminiscences de l'Antiquité, notamment la présence de chœurs. Elle reste toutefois largement tributaire du théâtre médiéval. Mélange des tons, absence de soucis réalistes, présence sur scène d'un personnage de Satan issu tout droit du théâtre médiéval, par exemple. En 1553 sont représentées deux tragédies humanistes qui marquent davantage la naissance de ce genre en France. Il s'agit de la Cléopâtre captive d'Étienne Jodelle et de la Médée de Jean de la Péruse. Les sources de la tragédie humaniste à l'antique proviennent de la fable mythologique, pour Médée, ou de l'histoire, pour la Cléopâtre captive. La Bible fournit quant à elle les thèmes des tragédies bibliques, comme par exemple l'Abraham se sacrifiant. La forme de ces deux tragédies annonce celle de la tragédie classique. Toutes deux comportent 5 actes, se déroulent en un temps et lieu unique. Centrées toutes les deux sur un personnage unique, deux femmes en l'occurrence, elles respectent aussi l'unité d'action. Peu à peu, le genre tragique va être codifié. On peut retenir deux textes importants. L'art poétique de Jacques Pelletier-du-Mans et le traité de l'art de la tragédie de Jean de la Taille. La tragédie traite avant tout des malheurs des grands et des retournements que connaît leur fortune. Jean de la Taille formule des règles précises. Je cite: « Il faut toujours représenter l'histoire ou le jeu en un même jour, en un même temps et en un même lieu. » Jean de la Taille parle de l'histoire et du jeu. Ainsi, il désigne à la fois l'action, mais aussi la représentation. C'est une attaque directe qui est ici formulée à l'encontre des mystères médiévaux et de leur représentation, qui s'étalaient sur plusieurs jours et se déroulaient parfois en plusieurs lieux. On ne doit pas représenter sur le théâtre des scènes sanglantes. La tragédie humaniste comporte 5 actes, séparés par des chœurs. Parce qu'elle traite d'un sujet grave, son style doit être élevé. Elle est écrite en vers, en décasyllabes au départ, mais par la suite surtout en alexandrin. Le héros doit n'être ni tout à fait bon, ni tout à fait mauvais. Vous voyez qu'on est ici très proche des règles qui seront celles du théâtre classique. La tragédie humaniste
se caractérise par la présence de chœurs, directement hérités du théâtre antique. Ces parties chantées par les chœurs, entre les actes, invitent le public à contempler le malheur des personnages et à en tirer les conclusions. Elles introduisent de fait des pauses poétiques dans l'action. La présence de ces chœurs renforce donc l'impression d'un théâtre lent, voire statique, où le texte et sa poésie l'emportent sur l'action. Jean de Lataille écrit justement que ce chœur est, je cite, une assemblée d'hommes ou de femmes qui, à la fin de l'acte, discourent sur ce qui aura été dit devant. Ces chœurs traduisent aussi la dimension didactique de la tragédie humaniste. Ces passages qui invitent à la réflexion sur la condition humaine sont émaillés de sentences. Ces sentences sont elles-mêmes mises en exergue dans les éditions imprimées, qui indiquent ainsi au lecteur qu'il faut mémoriser ces passages. Cette dimension didactique, voire moralisatrice de la tragédie humaniste, se ressent tout particulièrement dans les tragédies à thème biblique. La première tragédie en français, Abraham se sacrifiant de Théodore de Bèze, adopte un sujet biblique. Les tragédies bibliques délivrent des leçons morales et spirituelles. La question du salut de l'homme y est centrale, dans une période marquée par la Réforme. La question de la grâce est en effet au cœur du débat qui oppose catholiques et réformés. Jean de Lataille, dont nous avons parlé, a composé Saül le Furieux. On y lit sur la page de titre « Tragédie, prise de la Bible, faite selon l'art et à la mode des vieux auteurs tragiques ». Il a cherché à concilier les deux matières. Dans Saül le Furieux, le sujet est évidemment biblique. Il s'agit de la déchéance du premier roi d'Israël. Mais l'influence de l'Hercule furieux de Sénèque y est très importante, notamment dans les caractères des personnages ou dans l'organisation de l'action. Le dramaturge le plus célèbre de la Renaissance est Robert Garnier, très lié à la Pléiade. Sa dernière pièce, Les Juifs, date de 1583. C'est sa seule tragédie biblique. Ses pièces précédentes reprenaient des sujets antiques. Le sujet de cette pièce se déroule en 587 avant Jésus-Christ, lors de la prise de Jérusalem par Nabuchodonosor et de l'exil du peuple juif à Babylone. Les personnages s'emportent contre l'iniquité de leur Dieu qui leur inflige tant de souffrances, mais finissent par reconnaître leur péché. Leur souffrance prend alors un sens et ils peuvent l'accepter. La possibilité de commettre un péché est une preuve de la liberté de l'homme et de sa responsabilité. La pièce s'achève sur la prédiction de la fin de l'exil et de la venue du Christ. La comédie connaît plus de difficultés à se constituer comme genre et est l'objet de moins de théorisation. La comédie latine est en vogue, Terence est un grand succès d'imprimerie, on l'a dit. Elle est aussi l'une des sources de la comédie humaniste. Mais c'est d'abord le théâtre médiéval qui sert de point de départ à la comédie du XVIe siècle. Marguerite de Navarre est l'autrice de théâtre la plus prolifique du XVIe siècle, quoique son nom soit rarement associé à ce genre. Si Robert Garnier, considéré comme le dramaturge le plus important du siècle, a écrit 8 pièces, 11 pièces de Marguerite de Navarre nous sont parvenues. Elles ont été composées entre les années 1530 et 1549, date de sa mort. Son théâtre, qui relève de la comédie, est fortement influencé par le théâtre médiéval. 4 comédies bibliques qui rappellent les mystères, l'action en est toutefois simplifiée et la farce grossière exclue. Le chant choral y est très important. Il concourt à la dimension édifiante de ces pièces. Le thème récurrent est celui de la conversion à l'évangile. Les 7 pièces non bibliques relèvent de la farce et de la sotie par endroits, mais c'est surtout le genre médiéval de la moralité qui en est l'inspiration. Ces comédies visent aussi à l'édification du spectateur et recourent souvent à l'allégorie. La comédie humaniste, qui s'établit dans la seconde moitié du siècle, se construit contre la farce et la moralité médiévale. Elle se veut l'héritière de la comédie antique et de la comédie italienne. L'Eugène, d'Étienne Jodelle,
représentée en 1552, est la première comédie régulière humaniste. Il s'agit d'une comédie d'intrigue en 5 actes. Dans son prologue, elle se réclame de la comédie soutenue italienne, ainsi que de Terence et Ménandre. Les personnages rappellent toutefois ceux de la farce médiévale. Le premier succès réel d'une comédie en français est plus tardif. Les Contents d'Odette de Turneb est publié en 1584, 3 ans après la mort de son auteur. On ne sait pas si elle a été représentée au XVIe siècle. Cette comédie se situe dans le sillage de la comédie soutenue italienne. 5 actes, unités de lieu et de temps, personnages types, comme les jeunes amoureux, un vieillard sot et libidineux, un soldat fanfaron. L'unité d'intrigue est assurée par la question du mariage entre Geneviève et Basile, mariage qui finira par avoir lieu malgré les oppositions des autres personnages. Le ton de cette pièce est marqué par l'ironie comique, qui donne sa richesse et sa profondeur à cette pièce, sur fond d'éléments peut-être un peu stéréotypés. D'autres genres théâtraux se développent à la fin du siècle, qui eux ne sont pas inspirés directement de l'Antiquité. Issue de la tragédie, la tragicomédie se développe tardivement en France par rapport au reste de l'Europe. Elle permet une relative variété des tons. À l'action grave et périlleuse succède une fin heureuse. C'est le cas par exemple de Bradamante de Robert Garnier. La pastorale et les ballets sont davantage liés aux divertissements royaux et mondains. Le ballet comique de la Reine de 1581 est le premier ballet de cour. L'intrigue est ponctuée de musiques et danses. Personnage central est la magicienne Circé, tirée de l'Antiquité grecque. Les thématiques baroques y sont très importantes, par exemple le divertissement, la question de la magie, mais aussi l'importance des décors et de leur artificialité. La pastorale dramatique, elle aussi, s'épanouira davantage au XVIIe siècle, à côté du roman pastoral. Au XVIe siècle, l'inspiration pastorale est prégnante, mais surtout en poésie. Remarquons enfin que le genre théâtral s'immisce dans de nombreux autres genres de l'époque, notamment celui du dialogue, qu'il soit philosophique ou romanesque. Le théâtre humaniste part des sources antiques pour élaborer les genres modernes. De la tragédie et la comédie humaniste aux thématiques baroques et pastorales, tout est prêt pour le XVIIe siècle.